Bonsoir à tous. À la une de ce journal, les yeux du monde entier sont rivés vers les États-Unis d'Amérique où se déroule l'élection du 45e président de la première puissance mondiale qui l'emportera entre Donald Trump, candidat républicain, et Hillary Clinton, candidat démocrate. En attendant le verdict des urnes, Equinox Télévision vous donne les clés ce soir pour comprendre le système électoral américain et les enjeux des États où les grands électeurs américains doivent décider du sort du prochain président des États-Unis d'Amérique. Autre titre de l'actualité, c'est une grosse colère des jeunes Camerounais résidant dans une localité où l'exploitation des ressources naturelles n'a pas du tout impulsé le développement tant attendu, un véritable scandale qui remet en question le cahier des charges de l'entreprise en charge justement de l'exploitation des ressources naturelles et aussi la responsabilité des pouvoirs publics. C'est une enquête à suivre dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. L'information nous parvient à l'instant, cette grosse colère des avocats d'expression anglophone à Bamenda, dans la région du Nord-Ouest. Ils sont sortis encore dans la rue pour revendiquer la traduction des actes OHADA en anglais et leur manifestation marche pacifique a été violemment reprimée, comme vous le voyez sur ces images. Mouvement d'humeur dispersé à coups de gaz lacrymogène. Des sources font état de plusieurs blessés dans ce mouvement qui avait démarré sous forme de marche pacifique avant de dégénérer sous la pression policière. Des forces de police, de gendarmerie qui sont descendues sur les lieux et ont aussi procédé à l'interpellation des avocats d'expression anglophone à Bamenda, chef-lieu de la région du Nord-Ouest. Toujours dans ce registre de grogne sociale, le gouvernement essaye tant bien que mal de désamorcer une bombe liée à la grogne des enseignants. Après des menaces de grève formulées il y a quelques jours, un comité interministériel vient d'être créé pour examiner et suivre les préoccupations que posent des syndicats des enseignants au Cameroun. Le Premier ministre Philémon Yan a confié la gestion de ce comité au ministre de l'Enseignement supérieur. À ses côtés, tous les ministères chargés de l'éducation et des syndicats. Leur principale mission est de proposer des réformes pouvant apporter des solutions aux multiples revendications des enseignants. Une autre grogne, cette fois-ci, c'est celle des jeunes Camerounais résidant dans une localité située à une trentaine de kilomètres de Edéa. Ils sont sortis dans la rue, brandis des pancartes. Également, ils ont séquestré et perturbé le travail d'une entreprise exploitant des ressources forestières à Yassoukou. Ils se plaignent que cette exploitation n'a pas impulsé le développement tant attendu dans la localité. Reportage Rodrigue Ngassi et Julingue Nyondé. Tels des soldats prêts à descendre sur un champ de bataille, les populations du canton Yassoukou, localité située à 30 km de la ville d'Edéa, se sont mobilisées en masse pour protester contre leurs conditions de vie. Elles dénoncent les promesses non tenues d'une entreprise de la place qui exploiterait un puits de pétrole brut dans leur village. Mais dans notre grande surprise, à 3 ans et demi d'exploitation, rien n'est fait sur cette population Yassoukou, où vous voyez, nous vivons essentiellement de la chasse, de la pêche et de l'agriculture. Et parfois, on est incapable d'amener nos produits en ville. Donc la population est bloquée à elle-même. Quand vous voyez l'état de la route, quand le peloton même ne peut pas circuler, car la voiture peut circuler où, monsieur? 3 années après l'installation de la dite société, le canton Yassoukou continue de croupir dans le sous-développement. L'eau potable est une denrée rare. La sous-scolarisation favorise un taux élevé de l'analphabétisation aux grandes dames des riverains. Ainsi donc, nous savons que avec cette interview et avec ce que nous parlons là, le président de la République serait au courant que ceux donc qu'il a désignés à la tête de cette structure restaient au bureau et ne voient pas les réalités. Une réaction des responsables en charge de cette structure d'exploitation pétrolière reste attendue. Alors que les autorités administratives locales sont descendues sur le site pour tenter de calmer les esprits, je vous propose un coup de projecteur sur ce canton Yassoukou, situé à une trentaine de kilomètres de la ville d'Edéa dans la Sanaga maritime. Vous le verrez,
dans ce reportage de Rodrigue Ngassi et Donald Brice Kamgan, comment une localité croupie dans le sous-développement, pourtant ses ressources naturelles sont exploitées par des entreprises et des multinationales sous le regard impuissant des populations. Reportage. Ongué, 30 km d'Idéa, dans le département de la Sandaga-Maritime. C'est l'histoire d'une localité au destin contrasté. Du fait de ses richesses naturelles, Ongué vit un vrai scandale sur le plan infrastructurel. Cette localité, à la population estimée à près de 1000 âmes, vit essentiellement de l'agriculture, de la chasse et de la pêche. Mais les routes agricoles de cette localité projettent l'image de véritables bourbiers pour les populations. Des populations qui voient l'essentiel de leurs récoltes endommagées du fait de l'enclavement des routes agricoles ou de ce qui en tient lieu. À côté des palmarès qui s'étendent à perte de vue, Ongué, c'est aussi la grande richesse de son sous-sol. La découverte d'un puits d'hydrocarbures dans ces localités depuis 1981 avait laissé les populations croire en des lendemains qui chantent. Mais depuis lors, l'exploitation de cette ressource reprise depuis 2009 par une société publique ne bénéficie toujours pas à la contrée. Une autre localité qui croupit dans le sous-développement, c'est à Ngoïla, dans la région de l'Est. Des élèves prennent des cours en plein air sous l'encadrement d'un seul instituteur. C'est la triste réalité à laquelle est confrontée les écoles des parents de Mesok. C'est dans l'arrondissement de Ngoïla, région de l'Est. La promesse gouvernementale d'y construire une école moderne n'a jamais été concrétisée sur le terrain. Joël Essengue, Marcelin Gransop. Bonjour, messieurs. Ça va? Merci, messieurs. À travers des chants, ces élèves de l'école des parents de Mesok montrent qu'ils ont bien assimilé leur leçon de civisme. L'enthousiasme et l'accueil chaleureux dont ils font montre dissimulent leur mal-être. En effet, c'est carrément en plein air que ces élèves prennent des cours. Devant l'incapacité des pouvoirs publics à doter le village d'une école digne de ce nom, les parents n'ont pas baissé les bras et ont fait contre mauvaise fortune bon cœur. L'école avait été ouverte en l'an 2012. Il y a eu rupture parce qu'il n'y avait pas d'enseignants. Celui qui était là était rentré au quartier. Vu qu'il n'était pas bien payé, bon, ils ont refermé. À mon arrivée, ils m'ont sollicité de venir aider pour enseigner les enfants. C'est grâce à la générosité d'un villageois que ces élèves ont pu bénéficier de ce qui tient lieu d'école, ou plutôt d'unique salle de classe. Cette construction n'est même pas une construction pour l'école. Ça, c'est la maison d'un patriarche qui a, il a sacrifié son plan juste pour qu'on puisse commencer, pour que les enfants ne chôment. Et ces bancs-là, ils ont fait des collectes, chacun apportait une planche juste pour faire un semblant de banc. Ici se déploie un instituteur qui a accepté de retourner au village pour donner une chance à ses jeunes frères et sœurs. Ce n'est pas une partie de plaisir, car il doit à lui seul gérer la CIL, le cours préparatoire, ainsi que le cours élémentaire première et deuxième année. Ce qui me motive, d'abord je suis parent, et deuxièmement, j'ai besoin vraiment que mes enfants étudient. Je sais que maintenant, un enfant sans intelligence n'est rien dans la nature. Chaque fois, ils seront trompés. Surtout comme ici, on vit dans la zone agricole, on fait le cacao, les acheteurs viennent les tromper. C'est déjà un pas. Si déjà l'enfant peut calculer déjà le nombre de cacao qu'il y a. Bon, s'il peut pousser, ça sera la joie pour celui-là d'avoir une élite aussi devant. En attendant que la promesse gouvernementale de doter ce village d'une école publique devienne réalité, les parents ont décidé de prendre les choses en main. C'est le seul moyen d'éviter la déperdition de leurs enfants, dont certains seraient tentés précocement par la chasse et la cueillette que par l'acquisition des savoirs. L'enseignant qui est là, c'est le village qui paye l'enseignant. C'est encore l'école des parents. Ce n'est pas le gouvernement, ce sont nos biens. Bon, si on avait les moyens, on devait améliorer notre village. Vivement que le triste sort du village Mesok
qui n'est pas un cas isolé dans l'arrondissement de Ngoïla, département du Oignon, dans la région de l'Est, amène les pouvoirs publics à se secouer. Au même titre que les compatriotes d'ailleurs, ces jeunes ont besoin d'aller à l'école et de fréquenter dans de bonnes conditions. Une vingtaine d'élèves, un directeur qui en même temps encadre ses enfants au quotidien. Ainsi fonctionne l'école des parents de Messor-Messok. C'est grâce à la magnanimité d'un patriarche de ce village que cette école peut fonctionner tel qu'on peut le constater. En attendant bien sûr, très bientôt et on l'espère, qu'elle pourra bénéficier des meilleures infrastructures. Oh, cette école c'est légère et tu reviendras de ton erreur. Ne jugeons pas toujours sur un meilleur compère. Il a un niveau. Un reportage réalisé à Ngoïla dans la région de l'Est du pays. Dans le reste de l'actualité, de jour comme de nuit, des embouteillages monstres suscitent des grincements de dents chez les populations de la capitale économique du Cameroun. C'est en raison de la fermeture de la déviation vers le boulevard portuaire et des travaux relatifs à la canne au rond-point des Dos en plein cœur du site de construction du deuxième pont sur le Vouri. Depuis lundi, des populations déplorent l'augmentation des charges de transport. Dans l'incapacité de se déplacer en voiture, le choix d'une moto-taxi coûte bien plus cher pour tenter d'échapper aux bouchons observés dans les artères de la ville de Douala. Reportage Étienne Pascal Azégué. La moto est devenue le moyen de locomotion le plus sollicité par ceux qui veulent se rendre du rond-point des Dos à Bonabéry et vice-versa. Depuis la fermeture du boulevard portuaire suite aux travaux, l'occasion faisant le larron, les propriétaires des engins à 2 roues se frottent les mains puisque le coût de transport a été revu à la hausse. Partir du rond-point des Dos pour le centre équestre au Forêt-Bar à Bonabéry, il faut débourser entre 400 et 800 francs CFA. On a augmenté le prix, mais c'est pas grave qu'en fait. Le montant, ça varie. Comme hier, on chargeait à 400 francs, 500 francs. Du centre équestre pour le rond-point. Les conducteurs de mototaxi justifient cette surenchère par le temps mis dans les bouchons. Rien que pour arriver sur le pont, il faut prendre beaucoup de minutes avant de rejoindre Bonabéry. Quand vous êtes statique sur place, vous brûlez beaucoup de carburant. Si les mototaximans semblent réaliser de bonnes affaires, chez leurs concurrents d'en face, c'est la galère. Les conducteurs de taxi qui font la même ligne sont pris dans les taux des bouchons. Malgré ces désagréments, les prix sont restés les mêmes ici. Depuis qu'on a fermé la route qui va à Snagala, nous les taximans, on s'en sort même plus. On peut faire 2 heures de temps Bonabéry ici. Mais les prix n'ont pas changé? Les prix n'ont pas changé. Les prix c'est les mêmes. 250, 300 gars routiers, 400 d'abord. L'impact des travaux actuellement en cours au niveau du rond-point des Dos est perceptible jusqu'au centre-ville une fois la nuit tombée. Plusieurs habitants ont d'ailleurs été pris au piège de l'embouteillage au quartier Aqua. Ça fait pratiquement 45 minutes. Effectivement, parce que je voulais juste arriver à la maison, j'ai un nouveau-né où on m'a appelé qu'il y a un petit souci. 300, 400. Vraiment, c'est pour ça que je... Bon, le taxi n'accepte même pas. Le taxi n'accepte pas d'y aller à une routier. C'est un problème. Les habitants de la capitale économique devraient donc supporter ces désagréments pendant une semaine, comme l'indique le communiqué rendu public par le préfet du département du Vouri par rapport à la durée de ces travaux. Ils sont de plus en plus exposés au VIH-Sida des jeunes travailleurs. Âgés en moyenne de 34 ans, 8% d'entre eux sont séropositifs. Ces chiffres du ministre de la Santé publique remettent en question le manque de considération des milieux professionnels pour des questions relatives à cette pandémie. Les secteurs publics et privés ont décidé d'établir des stratégies communes pour réduire le taux de prévalence du VIH-Sida chez les travailleurs camerounais. Reportage Flavien Dongo. Le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida font partie des pathologies qui déciment des populations au Cameroun. Dans le constat, ces différentes maladies restent préoccupantes en milieu professionnel. Nous pensons que nous pouvons encore continuer à baisser la séroprévalence. Nous savons que nous devons travailler très fort en direction de certaines populations, notamment la tranche d'âge de 30-39 ans, qui est la tranche active, et où la séroprévalence est quand même de 8%. Donc c'est très important pour nous tous d'être conscients et de pouvoir donc non seulement se faire dépister, mais surtout si on est séropositif, se faire traiter. André Mamafouda, qui semble inquiet de la prévalence du VIH-Sida en milieu jeune,
s'indigne davantage de l'autre phénomène appelé stigmatisation des patients au sein des entreprises. Est-ce que c'est effectivement la stigmatisation ou la discrimination qui freine l'entrée sous traitement d'un certain nombre de travailleurs en entreprise? Et nous nous félicitons donc du fait qu'aujourd'hui nous avons lancé aussi officiellement un mois entier dédié aux activités de lutte contre le sida. Des associations de lutte contre ce fléau et d'autres maladies qualifiées d'opportunistes et les représentants des entreprises privées réunies à Douala s'engagent à l'unisson à réduire, voire éliminer ces tueurs d'un autre genre. Il y a donc eu un grand moment de communion entre le gouvernement et le milieu professionnel représenté par les grands dirigeants des entreprises de notre pays basées à Douala, où nous avons vu les actions qui peuvent être engagées en milieu professionnel pour préserver nos populations contre 3 grandes pandémies, le sida, le paludisme et la tuberculose. Dans ce partage des stratégies de lutte contre ces fléaux, certaines entreprises ont reçu des distinctions pour leur engagement contre le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida au sein de leur structure. Avec l'appui du partenaire technique qui est le groupement La Filière Bois du Cameroun, nos infirmeries ont été érigées en unité de prise en charge. Donc actuellement, les travailleurs sont dépistés, traités au niveau de l'entreprise, travailleurs et membres de leur famille. Nous procédons aux sensibilisations de masse des travailleurs, aux causeries éducatives en vue de susciter des changements de comportement. Durant ce mois de novembre, il sera question d'inciter les travailleurs du secteur public comme du privé à mener des campagnes de sensibilisation croisées contre le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida qui constituent des problèmes de santé publique au Cameroun. En bref, à présent, la compagnie de gendarmerie de Douala 2 a mis fin à une série de braquages menés par des malfrats qui ont tenté de droguer le propriétaire d'un pick-up pour s'emparer de son véhicule. Vous les voyez sur les images. Ces bandits de grand chemin vont être rattrapés par des éléments de la gendarmerie. La victime donc a pu retrouver également son pick-up qui se trouve juste derrière ces malfrats qui ont été présentés à la compagnie de gendarmerie de Douala 2. Je vous propose à présent d'écouter le témoignage de la victime de ce vol qui a pu fort heureusement retrouver son pick-up grâce à l'intervention des éléments de la gendarmerie. Nous tous, on a pris le jeu ensemble. Après, j'ai appelé un de mes frères parce qu'il savait que celui avec qui j'étais venu dernièrement ne pouvait pas être disponible à 12 heures. J'ai appelé un de mes frères qui vient me tenir compagnie, que non, l'affaire de la voiture là est déjà, ça a déjà mûri, qui viennent m'assister pour la vente et tout et tout. Quand ils ont suivi la conversation, une personne a encore appelé, soi-disant c'est la femme du procureur, qu'il faudrait qu'il aide à aller faire le retrait d'argent en banque. Mais il n'a pas pu avoir les 9 500 000, il n'a eu que la moitié. Il a eu 5 millions, que je vienne chercher les 5 millions là à la maison. Donc ça ne sert à rien que je vienne avec mon frère, que je vienne d'abord prendre l'avance. C'est le lendemain qu'on va finir le reste. C'est donc comme ça que le procureur appelle encore. Il dit que non, qu'on quitte du palais de justice, on va l'attendre là où il a souvent l'habitude de traiter ses affaires au restaurant. On arrive au restaurant, toujours à côté du palais de justice. Il me demande de ne pas couper le moteur, de laisser le moteur, pour que quand le procureur viendra, qu'il sente comment la clim donne bien. Oui. J'ai exécuté. Dans la voiture, ils m'ont encore donné, affligé une deuxième dose de drogue. Donc j'étais déjà perdu. Ils m'ont balancé, ils ont pris le volant. Un autre cambriolage est survenu dans le bureau du conseiller municipal Abel Elimbelobé, situé à Makepe, dans le 5e arrondissement de Douala. Son bureau a été saccagé, un ordinateur portable et une unité centrale dérobée. Ce coup de vol a choqué ce conseiller municipal. Elimbelobé est apparu désemparé, perturbé par la disparition d'un volume important de données collectées dans son ordinateur portable et son unité centrale. Et aussi, juste à côté de son bureau, une buvette a reçu, elle aussi, des visiteurs nocturnes sans foi ni loi. Dans l'actualité internationale, après les 8 ans de Barack Obama, qui occupera le bureau ovale de la Maison-Blanche entre Donald Trump,
candidat républicain, et Hillary Clinton, candidat démocrate. Près de 227 millions d'Américains sont attendus dans les bureaux de vote pour choisir le 45e président des États-Unis d'Amérique. Et on note que Hillary Clinton s'est rendue dans une école élémentaire dans l'État de New York pour exercer son droit de vote. Des précisions dans ce reportage de nos confrères de Renews. Vous l'avez pu le constater, Hillary Clinton qui s'est rendue dans une école élémentaire située non loin de sa résidence dans l'État de New York pour exercer son droit de vote. Le candidat républicain Donald Trump s'est rendu à Manhattan pour, quant à lui, exercer lui aussi son droit de vote. Ils attendent les résultats prévus dans la nuit de mardi à ce mercredi. Et l'on note qu'au-delà de cette mobilisation des Américains, c'est environ 538 grands électeurs qui doivent décider du sort du prochain président de la République, le prochain président des États-Unis d'Amérique. Comment se forme dans ce mécanisme du système électoral aux États-Unis? Des précisions dans ce reportage. Quand les électeurs américains choisiront leur président le 6 novembre, ils voteront pour un groupe de grands électeurs réunis au sein d'un collège électoral de 538 membres. C'est lui qui élira le président et le vice-président. Le vainqueur est celui qui obtient la majorité absolue, soit 270 voix. Chaque État est représenté par des grands électeurs en nombre égal au nombre de sénateurs et de représentants qui le représentent au Congrès. Le district de Columbia, qui englobe la capitale, Washington, n'a aucun représentant doté d'un droit de vote au Congrès, mais compte 3 grands électeurs. État le plus peuplé des États-Unis, la Californie compte 55 grands électeurs, les États les moins peuplés en ont au minimum 3, par exemple l'Alaska. Avec ce système, il est possible d'être élu président sans obtenir la majorité absolue des suffrages de la population. C'est ce qui s'est produit en 2000 avec George Bush Jr. Cette anomalie arrive parce que dans tous les États, à l'exception du Maine et du Nebraska, qui instillent une dose de proportionnel, le candidat qui obtient le plus de suffrages est représenté par tous les grands électeurs de cet État au sein du collège électoral. Ainsi, en Californie, il suffirait à un candidat d'obtenir une seule voix d'avance sur son adversaire pour engranger les 55 grands électeurs de cet État. En raison de ce système, les candidats privilégient quelques États clés, Floride, Ohio, Pennsylvanie, Michigan, Colorado, susceptibles de passer d'un camp à l'autre et décider ainsi de l'élection. Nous reviendrons sur ce système électoral américain complexe en deuxième partie de ce journal. Mais avant, qui sont Hillary Clinton et Donald Trump, 2 candidats qui n'étaient pas attendus à ce niveau. Ils ont essayé plusieurs fois durant les années antérieures à pouvoir passer le cap des primaires dans leurs différents partis politiques. Ce n'est que cette année 2016 qu'ils ont été investis. Nous les présentons, leur parcours, leur performance, les propos de ces 2 candidats à la course présidentielle de la Maison-Blanche dans ce reportage de Sylvestre Zangaou. C'est bien la première fois que l'élection présidentielle américaine met face à face 2 candidats au sexe opposé, Hillary Clinton et Donald Trump. D'abord, honneur aux dames. Hillary Clinton, de son vrai nom, Hillary Jane Rodham, est née en 1947 à Chicago, dans l'Illinois. De confession protestante, c'est un pasteur qui la plonge très tôt dans l'univers de la politique. La jeune Hillary n'a que 9 ans. Élève brillante, elle fait vite ses classes jusqu'à l'université de Yale, où elle s'inscrit dans un cursus en droit en 1970. C'est dans cette université qu'elle fait la rencontre de Bill Clinton. Devenue avocate, Hillary Jane Rodham épouse Bill Clinton en 1975. Tous 2 renforcent le militantisme dans les rangs du Parti démocrate et se démarquent très vite. En 1993, Bill Clinton est élu président des États-Unis d'Amérique et Hillary Clinton, la première dame. Le président des États-Unis lui attribue un rôle officiel, une première pour une première dame aux États-Unis.
Elle est nommée par Bill Clinton parmi les conseillers chargés de réfléchir sur la réforme du système de santé américain. Mais Hillary Clinton ne s'en contente pas. Elle est élue sénatrice de l'État de New York en 2000. Après avoir quitté la Maison-Blanche, ses ambitions grandissent. Hillary Clinton veut devenir présidente des États-Unis d'Amérique. Mais sa première tentative échoue en 2008 lors des primaires du Parti démocrate. Elle est battue par Barack Hussein Obama, qui fera d'elle un an plus tard la chef de la diplomatie américaine. Sa deuxième tentative pour se présenter candidate à la Maison-Blanche est la bonne. En 2016, elle bat lors des primaires des démocrates Bernie Sanders. Chez les républicains, Donald Trump n'était pas le candidat souhaité, mais le milliardaire n'a pas fait de cadeau à ses adversaires durant les primaires. Donald John Trump est né il y a 70 ans dans le Queens, dans l'État de New York. Tout petit, son attitude dynamique amène ses parents à l'inscrire dans une académie militaire. Après cette étape, Donald Trump conclut sa formation en obtenant un diplôme d'économie à l'université de Pennsylvanie, puis rejoint l'entreprise familiale. Les Trump ont fait fortune dans l'immobilier, mais Donald Trump va diversifier ses sources de revenus. C'est ainsi qu'il ouvre des casinos, notamment à Las Vegas, et produit des émissions de télé-réalité qui lui rapportent beaucoup d'argent. Le magazine Forbes évalue sa fortune à 4 milliards de dollars américains. Mais sur le plan politique, Donald Trump n'a pas souvent été un militant de la première heure chez les républicains, où il est plus considéré comme un acteur du divertissement qu'un acteur politique. Pourtant, Donald Trump, tenace, a toujours eu des ambitions au-delà de ses affaires. Il veut être président des États-Unis d'Amérique. Il se lance pour la première fois dans la course lors des primaires du Parti républicain. En 1996, il n'ira pas loin et se retire. Mais ça, c'était pour davantage se préparer. Donald Trump revient en 2015 et va jusqu'au sprint final où il bat Ted Cruz lors des primaires en 2016 et devient le candidat du Parti républicain à la présidentielle américaine. Je vous le disais en titre, le monde entier a les yeux rivés sur les États-Unis d'Amérique où doit être élu ce jour le prochain président des États-Unis d'Amérique. Nous y reviendrons en deuxième partie de ce journal avec le docteur Louison Essomba, qui est juriste, publiciste, enseignant de droit public à l'université de Douala. Il évoquera justement les mécanismes de fonctionnement du système électoral aux États-Unis. Dans le reste de l'actualité, CAN de football féminin, des tickets d'entrée au stade sont déjà disponibles. Au total, près de 140 000 billets ont été établis pour les 16 matchs de la compétition qui démarre la semaine prochaine. Les tickets ont été mis en vente ce matin. Ils coûtent entre 1 000 et 5 000 francs CFA. Cependant, un seul point de vente est effectivement disponible et ouvert aux différents passionnés de football. Reportage avec Cyril. Au ministère des Sports et de l'Éducation physique, le dispositif se met en place pour la vente des tickets d'accès au stade en vue de la CAN féminine 2016. Selon le cahier de charges de la CAF, nous avons convenu que nous allons imprimer 240 000 billets. Vous savez, la compétition ne se passe pas seulement à Yaoundé, elle se passe aussi à Limbé. Le stade de Yaoundé a une capacité de 40 000 places, celui de Limbé a une capacité de 20 000 places. On aura un total de 16 matchs et donc ces billets seront partagés au prorata. Donc c'est 190 000 billets pour le stade omnisport de Yaoundé et 50 000 billets pour le stade de Limbé. Nous envisageons organiser la cérémonie d'ouverture à guichet fermé. C'est pour cela que nous avons mis les billets en vente dès maintenant. 1 000 francs CFA, c'est le prix à payer pour les virages. 2 000 francs CFA pour les tribunes A et B et 5 000 francs CFA pour la tribune d'honneur. La commission en charge de la billetterie assure que ces tickets ne peuvent être falsifiés. Le nouvel instrument qui est au stade omnisport, c'est le tourniquet. Dans votre billet que vous voyez là, c'est comme la carte bancaire. Ça a une puce électronique qui ouvre le tourniquet et c'est à utilisation unique. Et une fois que vous avez acheté votre billet, vous vous dirigez vers le tourniquet, vous introduisez cette puce, ça ouvre le tourniquet, utilisation unique. Si vous revenez 30 secondes plus tard, vous le réintroduisez, il ne sera plus valable. Donc, on a pris des mesures sécuritaires qui s'imposent pour que la contrefaçon ne soit pas au menu du jour. Plusieurs points de vente sont annoncés pour ce qui est de la ville de Yaoundé, par exemple. Mais à l'évidence, seul le point de vente
du ministère des Sports et de l'Éducation physique étaient fonctionnels ce matin. Au palais polyvalent des sports où nous sommes passés, les tickets en vente étaient plutôt ceux d'un concert de musique prévu le week-end prochain. À présent, des publi-reportages avant la deuxième partie de ce journal. La première cuvée des étudiants en journalisme niveau licence inscrits à l'école supérieure de journalisme de Paris et qui est logée à l'Institut universitaire du Golfe de Guinée était face aux membres du jury durant le week-end dernier. Ils ont présenté le rapport de fin de formation au cours des soutenances très courues dans cette école qui est l'Institut universitaire du Golfe de Guinée. Des précisions dans ce reportage. Il s'agit de la première promotion des étudiants de l'École supérieure de journalisme de Paris en partenariat avec l'Institut universitaire du Golfe de Guinée. Constituée de 4 étudiants en journalisme, cette cuvée, arrivée en fin de formation et après des stages en entreprise, était face aux membres du jury. Objectif, défendre leurs thèmes qui, pour la plupart, portaient sur des sujets d'actualité. Mon thème portait sur l'analyse de l'influence des réseaux sociaux sur la diffusion de l'information. Déjà un thème d'actualité que le jury appréciait, un thème original, vu la montée en puissance des réseaux sociaux. Au final, l'exposé n'a pas été facile, c'était tellement musclé. Au finish, on n'éprouve qu'un soulagement. C'est vrai que les membres du jury ont essayé un peu de me titiller pour remettre un peu en question mon travail qui a été établi au préalable. Mais dans tous les cas, vraiment, je suis content parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment pris un autre virage dans ma carrière qui va me permettre de bien exercer ma profession. Et merci aussi à M. Guillaume Jobin, le président de l'École supérieure de journalisme de Paris. Ils ont fait une bonne collecte, un bon traitement et pour finir, un bon compte rendu des informations glanées en entreprise de l'avis des membres du jury qui n'ont pas manqué de leur apporter quelques recommandations pour le futur. Nous avons eu droit à des travaux d'excellente qualité dont les thèmes étaient par ailleurs d'actualité, notamment l'influence des réseaux sociaux et Internet sur le traitement de l'information dans les chaînes de télévision au Cameroun, la formation des journalistes qui est aussi une question d'actualité et des questions d'éthique et d'idéontologie. Donc dans l'ensemble, ces candidats nous ont émerveillés, moi personnellement. Nous avons été très flattés d'avoir été associés à ce travail intellectuel, à ce travail académique. Les travaux qui ont été soumis à l'appréciation du jury sont des travaux qui épousent des thématiques d'actualité, qui s'est structuré essentiellement autour des réseaux sociaux numériques, leur impact dans le processus de fabrication des contenus, dans les médias, et cela pose justement la problématique de l'adaptation et de la réadaptation des pratiques dans les différentes rédactions au Cameroun. Certes, aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais nous pensons que les différents candidats ont présenté des profils variés. Il y en a qui sont prêts pour le marché de l'emploi, mais il y en a qui devraient faire beaucoup d'efforts pour épouser la donne. L'ESJ de Paris accorde des formations qui répondent aux normes parisiennes grâce à sa branche logée à l'Institut universitaire du Golfe de Guinée. Elle offre environ 20 à 22 heures de cours par semaine aux étudiants. C'est une délocalisation. Alors, véritablement, la formation est logée à l'UUG, mais tout est fait suivant les normes de l'école parisienne. Avec le concours de M. Ndjambou, Paris a donc accepté de délocaliser la formation. Pour le chemin de l'excellence depuis 23 ans, l'IUG offre des formations de qualité avec un corps constitué de plus de 350 enseignants, dont une trentaine d'enseignants permanents, environ 5000 étudiants de plusieurs nationalités, dont 150 étrangères. Elle offre également aux apprenants un cadre adéquat ainsi que des infrastructures à la pointe. L'Institut universitaire de Golfe de Guinée. Nous formons des cadres compétents depuis 1993. Dans une poussière de seconde, la deuxième partie de ce journal. Je
Je reçois sur ce plateau le docteur Luison Essomba. Bonsoir. Bonsoir Cédric et bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox TV. Vous êtes juriste, publiciste, enseignant de droit public à l'université de Douala. Ce soir, les États-Unis d'Amérique doivent élire leur 45e président. Près de 227 millions d'Américains attendus dans les urnes. Mais ce ne sont pas eux qui seront l'enjeu principal du choix du prochain président des États-Unis. Comment comprendre le système électoral américain? Cédric, ce qu'il faudrait dire aux téléspectateurs, c'est que dirigeant la première puissance mondiale, le président des États-Unis est considéré comme l'homme le plus puissant de la planète Terre. Et sa puissance se décline simplement par le fait qu'au regard de son statut, au regard de ses compétences, mais surtout au regard de son mode électif. Alors, comment est élu le président des États-Unis? Le président des États-Unis est élu à la suite d'une procédure particulièrement longue et complexe. Longue parce qu'elle dure 1 an, c'est-à-dire commence en février de l'année en cours pour s'achever le 20 janvier de l'année prochaine. Ça fait 1 an. Maintenant, cette élection est particulièrement complexe par son déroulé, c'est-à-dire que ça se déroule en 2 phases. La première phase qui est une phase partisane, c'est-à-dire les 2 candidats, c'est-à-dire le président et son vice-président sont choisis au sein du parti, de leur parti. Ça peut être donc soit au sein du parti républicain, soit au sein du parti démocrate. Là, on parle des primaires au sein des différentes formations politiques. Là, on parle donc des primaires qui se déroulent d'abord sous la sphère des États fédérés et qui plombent maintenant au niveau de l'État, au niveau de la sphère nationale, à travers ce qu'on appelle la Convention nationale. Et là, c'est les électeurs de chaque parti, de chaque candidat de chaque parti. Ces électeurs sont structurés autour de ce qu'on appelle la Convention nationale. Justement, après cette première partie où les délégués démocrates et républicains ont décidé d'investir Donald Trump et Hillary Clinton, voilà. On arrive à ce jour décisif où des Américains se rendent aux urnes, non pas pour désigner directement le président américain, mais pour désigner d'autres grands électeurs. De quoi il s'agit quand on parle de grands électeurs américains? Cela veut dire tout simplement de manière technique que le président de la République est élu au suffrage universel indirect. C'est-à-dire, il est élu par le peuple, mais à travers les grands électeurs. Et ces grands électeurs sont au nombre de 538 grands électeurs. Cela veut dire il y a 100 qui représentent le Sénat, il y a 435 qui représentent la Chambre des représentants, et il y a 3 qui nous viennent du district de Columbia, où est située la capitale Washington. Et ça fait 538 grands électeurs. Cela veut dire donc qu'être déclaré candidat élu à l'élection présidentielle des États-Unis, le candidat qui aurait emporté la majorité des voix venant des grands électeurs, c'est-à-dire 538 grands électeurs divisés par 2, ça fait 269, et pour avoir la majorité plus 1, ça fait 270. Justement, cela signifie, et on l'a suivi dans le reportage tout à l'heure, c'est qui avait permis à George Bush Jr. de pouvoir justement passer lors de son mandat à la tête du pays, c'était ses grands électeurs, alors que sur le plan des millions d'Américains, ils n'avaient pas pu avoir la majorité. L'élection aux États-Unis est marquée par une exceptionnelle originalité qui voudrait que vous pouvez avoir la majorité populaire, mais vous ne gagnez pas l'élection si vous n'avez pas la majorité des voix venant des grands électeurs. J'espère que ça se comprend, ça veut dire que vous avez le suffrage valablement exprimé qui vient du peuple. Mais ce n'est pas le peuple qui choisit le président. C'est-à-dire que le président est choisi à travers les grands électeurs. C'est pourquoi on parle d'un système indirect. Alors pourquoi l'adoption de ce système indirect? Quels sont ses avantages? Non, l'avantage est simplement que le choix du peuple ne se manifeste pas de manière directe. C'est-à-dire l'avantage est que on élève l'autorité, la puissance de ce chef à travers un double mécanisme qui commence d'abord directement par le peuple et qui transige à travers le choix des grands électeurs. Et je dois vous dire ceci, Cédric Noufélé, quand les candidats n'emportent pas la majorité absolue, ou du moins, prenons d'abord le premier cas, s'il y a un contentieux, comme on en a eu en Floride en 2000 entre George W. Bush et Al Gore, s'il y a donc un contentieux, par exemple, comme sur le bulletin de vote, qu'est-ce qu'on fait? Si le contentieux ne se résout pas à travers le décompte des voix, ce qui se passe, c'est que la Cour suprême fédérale élit le président des États-Unis. Maintenant, s'il n'a pas contentieux et qu'aucun des candidats de chaque parti, républicain et démocrate, n'a pas pu engager la majorité absolue, qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est encore une originalité. La Chambre des représentants élit à la majorité le président et le Sénat désigne le vice-président.
Alors ce soir, l'enjeu sera sur les swing states aux États-Unis, ces États où il y a des indécis, mais aussi où se trouve la majorité des grands électeurs les plus courtisés. Comment ça va se jouer concrètement à partir de ce moment-là dans ces différents États? Non, ça va se jouer sur les idéologies développées par l'un et l'autre candidat, c'est-à-dire que soit développé par Hillary Clinton, soit Donald Trump. Mais ce qui va se passer, nous avons suivi, vous et moi, les campagnes avant l'élection proprement dite. Vous avez constaté avec moi que les candidats ne se sont pas fait de tolérance, parce que on est allé jusqu'à fouiller les transactions financières, les expressions ont été en dessous de pantalon. Les mails d'Hillary Clinton et les propos assez machistes de Donald Trump qui ont été critiqués. Pour les Américains, cette campagne présidentielle a volé très bas. Ce sont les propos des commentateurs et analystes américains. Justement, ça dit qu'en fait, vous savez, on a toujours pris les États-Unis comme une référence en matière démocratique dans le monde. Et ce qui fait de sorte que les élections, surtout l'élection présidentielle aux États-Unis, est particulièrement courue au regard d'abord des égards qui sont portés sur le président des États-Unis et aussi sur ce mécanisme de fonctionnement qui tient sur deux grands partis, c'est-à-dire le parti républicain et le parti démocrate. C'est pourquoi tout à l'heure... Un paysage politique bipolaire. Bipolaire, bipartiste. Et parmi les conditions d'ailleurs pour être président, il faut être né américain sur le territoire des États-Unis. Première condition. La deuxième condition, c'est être âgé au moins de 35 ans. Troisième condition, c'est de résider au moins pendant 14 ans sur le territoire américain. Et la dernière, c'est être présenté par l'un des plus grands partis politiques, qui est soit le Parti républicain, soit le Parti démocrate. Alors, l'une des grosses appréciations de cette campagne présidentielle, c'est la présence d'une femme qui a été investie pour la première fois dans l'histoire du Parti démocrate comme candidate pour la course à la Maison-Blanche. Alors, est-ce que cela va pencher en la faveur du Parti démocrate qui va encore, en plus des 8 ans de Barack Obama, garder la même mise sur la Maison-Blanche? Vous savez, quand on fait un ratio des présidents des États-Unis qui ont présidé à la tête de ce prestigieux État, on s'est rendu compte que les candidats venant du Parti démocrate ont été les plus majoritaires. Bon, ça veut dire simplement que aujourd'hui, compte tenu de la lecture globale que nous pouvons faire de la vision du monde, c'est que la donne est aujourd'hui réservée beaucoup plus aux femmes. Parce qu'on trouve que les femmes sont incorruptibles, les femmes sont dynamiques, et la preuve, on venait de consacrer tout un colloque à l'épouse du chef de l'État au Cameroun. Ça démontre, force est de constater à partir de là, qu'aujourd'hui les femmes, on peut leur restituer autant, on peut leur faire autant confiance, surtout que moi je sais que Donald Trump a tenu des propos un peu injurieux à l'égard des femmes, et quand on regarde aujourd'hui, les femmes constituent l'électorat quantitativement le plus nombreux. Mais il savait aussi que l'opinion américaine estime que Hillary Clinton a beaucoup menti et que son bilan en tant que chef de la diplomatie américaine, aux côtés de son époux qui lui-même a traîné pas mal de casseroles, que ces différents éléments-là ternissent un peu son image et ses capacités à pouvoir diriger ce pays-là. Je crois que si aujourd'hui nous parlons, nous convoquons l'égalité des genres, et si aujourd'hui la donne est beaucoup plus réservée, un peu comme on voit Maria Rousseff au Brésil, on voit la présidente d'Argentine, ça veut donc dire que la donne aujourd'hui fait la plus grosse part aux femmes. Et bon, le propos qu'elle a tenu, vous savez, en politique, la politique, ce sont des objectifs, ce sont des réalisations, ce sont des idées que l'on déploie précisément pour grappiller un certain nombre d'électeurs. Alors, Luzon et Somba, maintenant le regard de l'Afrique sur cette élection présidentielle américaine, après les 8 premières années de déception des 2 mandats de Barack Obama, quel est le regard de l'Afrique sur cette élection-là, avec le sentiment qu'en Afrique, dans les cercles intellectuels et politiques, on regarde de près, on scrute l'horizon américain pour savoir qui sera le 45e président des États-Unis? Vous savez, quand on pense, et on se rappelle déjà de la place importante que les États-Unis occupent au niveau du Conseil de sécurité, quand on pense aujourd'hui, quand on regarde aujourd'hui les États-Unis qui se positionnent à la lucarne d'un État puissant sur le plan diplomatique, sur le plan militaire, sur le plan économique, sur le plan diplomatique. Donc cela veut dire en quelque sorte que l'Afrique a des raisons
d'avoir un regard vif, aigu sur cette élection présidentielle. Parce que, en fait, vous savez, si les démocrates sont élus, si Hillary Clinton est élu, les Africains espèrent, peut-être que parce que simplement que les démocrates sont plus ouverts. Or, quand nous avons suivi la politique de Donald Trump, on a l'impression que ce sera une politique renfermée exclusivement pour les Américains, rien que pour les Américains. Merci, docteur Luison Essomba. Je rappelle que vous êtes juriste, publiciste, enseignant de droit public à l'université de Douala. Élection donc qui se déroule aux États-Unis et c'est ce soir que doit être connu le 45e président de la première puissance mondiale. Et vous pourrez suivre également ces résultats sur Equinox Télévision. Merci d'avoir suivi ce journal. Restez sur cette même antenne.